Une heure avec Marcel Gauchet. Une émission de Frédéric Casadessus. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de bonheur que nous recevons Monsieur Marcel Gauchet pour amorcer l'année 2022, qu'évidemment nous vous souhaitons excellente à tout point de vue. D'abord, bien sûr, sous l'angle de la santé, mais aussi sous l'angle, ça n'est pas un angle, mais disons à la lumière de la réflexion, des bonheurs de la rencontre et du plaisir de la culture. Et bien entendu, c'est avec cette série de propositions que nous avons le plaisir de recevoir Marcel Gauchet, qui a publié voici quelques semaines La droite et la gauche, histoire et destin, dans la collection Le Débat chez Gallimard. Doit-on présenter Marcel Gauchet? Oui, quand même, pour le plaisir des choses, parce que c'est une émission de portrait. Et il m'a semblé que plutôt que de parler à sa place, il valait mieux lui donner la parole pour se présenter lui-même. Marcel Gauchet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter l'invitation de Fréquence Protestante. Et je le disais en préambule, vous publiez chez Gallimard dans la collection Le Débat, La droite et la gauche, histoire et destin. Alors, pour commencer, je serais tenté de vous poser quelques questions au sujet de votre enfance, de votre jeunesse, afin que nos auditeurs sachent comment on devient l'homme que vous êtes, Marcel Gauchet. Alors, une région d'abord, on pourrait dire que vous êtes un homme de l'Orne. Non, plutôt de la Manche, mais c'est la même région. C'est la même région en réalité, c'est ce qu'on appelle le bocage normand, qui s'étend du sud de la Manche dans l'Orne et jusqu'au Perche. Et oui, j'ai le mérite d'avoir utilisé le terme de région plutôt que de département. Sinon, oui, vous auriez sinon, vous auriez pu dire que j'étais bien français, c'est-à-dire mauvais géographe. Alors, vous êtes un homme de la Manche, et ce que je n'aurais pas osé dire d'emblée, ce qui ne fait pas de vous un Don Quichotte. Alors, tout de même, quelques mots sur votre enfance, si vous voulez bien. Écoutez, que dire de mon enfance? Je suis né dans un petit village de la Manche, du sud de la Manche. Mon père était cantonnier, ma mère couturière, et donc j'ai grandi dans une société encore rurale, encore extrêmement traditionnelle, extrêmement classique dans son fonctionnement, très villageois, avec, j'ai été enfant de cœur, comme ça faisait partie du destin social normal des bons élèves, et je suis échappé à ce village par la grâce de l'école républicaine. Je me suis une fois défini, et je crois que je peux me permettre de le répéter, comme un miraculé de l'école républicaine. C'est elle qui m'a ouvert les portes, qui m'ont conduit là où je suis, par un trajet qui n'est pas très habituel. Je suis bien conscient. Je n'en fais pas un exemple. Ah, mais pourtant, on pourrait en faire un exemple de l'école républicaine, justement. Oui. Comme vous savez, l'école républicaine, on lui reproche beaucoup d'avoir permis quelques exceptions, dont je suis, par rapport à une reproduction sociale massive qui était plutôt son lot général. Mais elle permettait des exceptions sur lesquelles j'ai un lieu de réfléchir, et sur mon propre cas, j'ai eu le loisir d'y réfléchir, évidemment. Je crois que cette exception mérite qu'on l'interroge. Ah oui, pour quelle raison? Parce que il n'y a pas évidemment une institution à des pesanteurs et des règles générales de fonctionnement, qui comporte aussi des exceptions. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir dans mon cas,
c'est le fait qu'en réalité, je n'ai à aucun moment eu à me poser de questions sur mon destin scolaire, qui a toujours été pris en charge en dehors de ma volonté par mes maîtres, que ça soit au niveau de l'école primaire ou plus tard au niveau du collège et puis plus tard au niveau de l'école normale d'instituteur par laquelle je suis passé, dans l'école normale d'instituteur de la Manche. Et ce qui m'a montré, ce qui m'a donné à penser, et je l'ai vérifié sur d'autres trajets un peu comparables aux miens, que dans l'école républicaine, la variable qui n'était pas institutionnelle mais qui était capitale, c'était l'attitude des maîtres à tous les niveaux, où ils s'intéressaient au destin social de leurs élèves, où ils considéraient que c'était en dehors de leurs ressources, de leurs compétences professionnelles, et auquel cas, en effet, la mécanique de la reproduction fonctionnait de façon presque automatique. Mais j'ai pu vérifier de mes condisciples, que j'ai retrouvés dans d'autres circonstances, que cette règle par laquelle je suis passé, qui était l'intérêt des maîtres de l'école républicaine pour le destin social de leurs élèves, était une variable capitale. Et on peut en tirer des indications générales. L'indication générale, à mon avis, c'est précisément celle-là. C'est que l'école fonctionne bien quand elle est aussi un système d'information et en quelque sorte de prise en charge du destin des enfants qui lui sont confiés. N'est-ce pas d'ailleurs une confusion de la part de ceux qui critiquaient ou qui critiquent encore cette école républicaine des années 30 aux années 70, d'employer le terme d'exception plutôt que d'excellence, parce qu'au fond, vous n'étiez peut-être pas une exception de principe, mais simplement un élève exceptionnellement bon. Je ne sais pas si j'étais exceptionnellement bon. J'avais l'impression d'être avec des condisciples pour beaucoup de très bonne qualité, où j'avais effectivement plus d'aisance qu'eux sur un plan. Mais je n'avais franchement pas l'impression de me détacher du lot. Je me sentais tout à fait membre de la petite communauté d'élèves dans laquelle j'étais. Et en revanche, par la suite, j'ai pu vérifier effectivement que l'attention portée à ce que pouvait porter de potentialité un élève est un facteur décisif du destin social des individus. Parce que les familles, surtout quand elles sont populaires comme la mienne, n'ont évidemment pas les clés de l'orientation de leur rejetons, faute d'informations, tout simplement, sur les filières possibles, sur les possibilités qui s'ouvrent. Et donc, c'est en fait à l'école républicaine que revient beaucoup la responsabilité va produire comme destins sociaux. Ce pourquoi je ne crois pas du tout à la théorie d'une reproduction automatique en faveur chez les sociologues, mais je crois beaucoup plus au hasard, miraculeux dans mon cas, qui fait que les personnes que vous rencontrez dans ce système et la conscience qu'ils ont de leur rôle social est décisive. Et on pourrait, puisque vous... Donc j'en ferai volontiers une indication sur le fonctionnement et les missions de l'école. Ah, oui. Et je crois que ça n'est pas totalement absurde de penser qu'une école pourrait être beaucoup plus juste socialement si elle incorporait cette conscience de sa mission. Oui. Il est paradoxal que ce soit justement un autre miraculé de l'école républicaine qui ait théorisé la notion de reproduction des élites. Je pense évidemment à Pierre Bourdieu. Je suis pas aussi sûr que vous que c'était tout à fait un miraculé de l'école républicaine. Je crois qu'il venait d'un milieu culturellement très supérieur au mien et sans commune mesure, ne serait-ce que pour le travail. Bon. Alors maintenant, Marcel Gauchet, vous avez évoqué l'école normale des instituteurs par laquelle vous êtes passé. En vous écoutant, je pensais à Pierre Goubert, historien magnifique, qui dans un livre de souvenirs que j'avais beaucoup aimé, paru je crois en 95 ou 96, qui s'appelait Parcours d'historien, racontait son passage
à l'école normale des instituteurs et de quelle manière il s'était construit ce parcours universitaire. Est-ce que vous sentez des affinités de ce genre avec Oui, lui? oui, je crois que j'ai lu ce livre de Pierre Boulbert, et alors avec un petit décalage générationnel, il avait une trentaine d'années de plus que moi. Bien sûr. Mais j'ai retrouvé un climat, j'ai retrouvé des repères qui m'étaient tout à fait familiers. J'ai d'une certaine manière suivi ces traces dans un autre registre. Marcel Gauchet, peut-on dire que vous êtes un philosophe de la politique? Oui, certainement. C'est l'objet politique et celui auquel j'ai consacré l'essentiel de mes efforts intellectuels, même si je me suis efforcé de donner une compréhension large de l'objet politique. Je ne suis pas un politologue, je suis pas un politiste au sens technique du mot. J'ai essayé d'aborder le champ politique avec un regard philosophique aussi étendu que possible et en particulier enraciné dans une réflexion sur l'être politique de l'humanité, sur la caractéristique politique qui est distincte de notre espèce. On parle de l'homme est un être de parole, l'homme est un être du travail, de l'outil, c'est tout ça est bien évident, mais on a beaucoup oublié dans l'anthropologie philosophique, pour aller vite, cette dimension politique de la condition humaine. Quelle est cette caractéristique de justement de la dimension politique de la condition humaine, Marcel Gauchet? La condition humaine se caractérise métaphysiquement, de certains égards, par la liberté, par la capacité spécifique de l'humanité d'échapper à l'orbite de l'instinct et de se choisir, de décider en conscience de ses actes. Eh bien, je dirais que la politique est l'équivalent dans le registre collectif de cette liberté dans l'ordre individuel. La politique, c'est le moyen par lequel des collectivités, petites ou grandes, travaillent au choix de leur destin, s'efforcent de le construire, s'efforcent de l'inscrire dans un projet sensé. C'est ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui, mais qui correspond à une tendance constitutive, encore une fois, du phénomène humain, qui est la volonté collective de se donner un monde commun et de le maîtriser dans toute la mesure du possible face aux aléas qui l'affectent. C'est donc bien plus large que le sens qu'on lui donne généralement, les affaires de la cité. Alors, il y a le sens déjà plus large, il y a un sens très étroit. La politique, c'est la lutte pour le pouvoir. Ah oui, alors là, oui. Ça, c'est l'acception étroite et qui occupe beaucoup les esprits dans la période, par exemple, que nous vivons. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Et puis, il y a une acception plus large qui est effectivement la considération du fait que cette lutte pour le pouvoir a pour enjeu la gestion des affaires communes, la gestion de la vie de la cité. Alors, c'est déjà beaucoup mieux. Un deuxième cercle, on pourrait dire. Un deuxième cercle. Mais ce qui m'a beaucoup tracassé, ce qui m'a beaucoup occupé, c'est les racines de cette possibilité humaine tout à fait spécifique qui est la capacité collective de déterminer son sort. Qui est l'équivalent collectif de la liberté au plan individuel. Alors, ces trois cercles sont à la fois distincts et quand même associés. Très intimement liés, bien sûr. Parce que la course au pouvoir est le fruit de la pulsion collective d'une organisation commune. Oui, nous cherchons la lutte pour le pouvoir dans le monde démocratique a cette particularité qu'elle relève du choix de tous, ce qui est le miracle démocratique, puisque le pouvoir, à travers toute l'histoire humaine, s'est exercé un peu indépendamment de la volonté des peuples. La démocratie remet la lutte pour le pouvoir dans un champ où tous ont leur mot à dire. Bon, ça change évidemment beaucoup la donne et ça permet d'injecter davantage de soucis du
bien commun dans un champ où le citoyen se méfie toujours un peu du fait que la lutte pour le pouvoir a pour objet la lutte des égaux en lutte pour le pouvoir. Le tout à l'ego, comme dirait Régis Debray. Alors, par quel chemin êtes-vous arrivé à vous intéresser à cette question politique, Marcel Gauchet? Est-ce que vous viviez dans un environnement où la politique tenait un rôle central? Je vivais dans un environnement où la politique n'existait purement et simplement pas. Voilà. Où j'étais encore dans un univers populaire où le sentiment de citoyenneté était très peu présent chez les individus. Ils allaient voter, même si je puis dire que le contrôle social dans la communauté villageoise veillait à ce que tout le monde aille voter, les réfractaires étaient très rares, mais c'était un choix conformiste, dicté par les notabilités, par le poids de l'Église, qui recommande l'Église catholique. En tant qu'enfant de cœur, j'ai même eu le privilège de lire les lettres pastorales de l'évêque du coin en Cher, qui indiquait aux paroissiens dans un langage avec euphémisme et contournement, la chose, quelle était la bonne direction dans laquelle il fallait orienter leur suffrage. Justement, ce n'était pas des choix individuels, c'était une pesanteur sociale à laquelle on obéissait. Donc c'est pas au niveau de mon enfance et de mes appartenances villageoises d'origine que j'ai découvert la politique. Je l'ai découvert un peu comme beaucoup de gens de ma génération. D'abord, je l'ai découvert concrètement en arrivant à l'école normale d'instituteur, ce qui a été pour moi un choc, parce que j'ai découvert justement cette possibilité de s'exprimer en son nom propre dans un milieu qui était très politisé, très syndicalisé surtout en réalité, et très politisé par la voie syndicale. Et puis, il y a eu quelque chose de générationnel. Je suis arrivé à l'école normale d'instituteur, on était en pleine guerre d'Algérie, oui, qui a été la première cause pour laquelle j'ai eu à réfléchir sur ce que pouvait vouloir dire être citoyen, d'autant que mon frère était soldat en Algérie. Je faisais de la préparation militaire en vue de mon enrôlement futur, mais je n'ai pas eu à... Oui. On suppose que vous avez voté oui au référendum de 62. Je n'avais pas l'âge. En 62, j'avais 16 ans. Donc, bon, vous avez dû, j'allais dire, prier beaucoup pour que le oui l'emporte. Mais j'ai réfléchi à la question, en effet. Et puis, donc, comme vous voyez, par cette génération, j'appartiens à la génération 68. Comme j'avais 22 ans en 1968, donc, j'ai découvert la politique au travers d'un militantisme d'extrême gauche très banal dans ma génération, qui m'a beaucoup appris, et beaucoup appris surtout par l'effort que j'ai dû faire pour m'en débarrasser et pour accéder à une compréhension, à mes yeux, supérieure de ce que pouvait être une action politique et de ce que représentait l'univers démocratique. Il est assez passionnant de vous écouter parce qu'on sent que dans le premier noyau social, dans le noyau social de votre enfance et de votre jeunesse, mais le contrôle social existait, il a continué à exister, mais d'une toute autre manière lorsque vous êtes entré à l'école normale. Et donc, ce que vous nous racontez, c'est un peu l'histoire d'une émancipation dans des structures très collectives. Est-ce que je me trompe, Marcel Gauchet? Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. J'ai connu l'encadrement paroissial et j'ai connu ensuite l'embrigadement générationnel, en quelque sorte, le conformisme adolescent dans un milieu auquel spontanément on adhère sans trop y réfléchir, et on grandit, et en grandissant, on se détache de ce qu'étaient ces embrigadements ces encadrements pour devenir un adulte qui essaie d'être responsable et maître de ses réflexions et de ses choix.
En vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher, pardonnez-moi de le faire, mais de citer une personne merveilleuse qui est Jean-Pierre Le Goff, un autre Normand qui a suivi un parcours du nord de la Manche. Pardon? Du nord de la Manche. Ah oui, attention, Oui. oh là là! Ah oui, oui. Non, mais parce que c'est deux mondes très différents. Lui, il vient de Cherbourg, qui est la ville industrielle, l'arsenal, le port, tout ça, rien à voir avec ma campagne du bocage. Décidément, je n'ai pas de chance avec la géographie ce soir. Mais tout de même, il y a des cousinages. Et puis, je sais que vous entretenez de bonnes relations. C'est pour ça. Oui, bien sûr. Nous sommes. Et ces différences géographiques ne sont pas des étrangers l'un à l'autre. Tout de même. Bon, donc, effectivement, ce parcours formidable aussi, parce que reflète une certaine France, une France dominée par la querelle politique. N'avez-vous pas le sentiment que cette France-là est en train de ressurgir? Au fond, elle a toujours existé, elle n'a jamais disparu, mais elle a été comme pas endormie. Il y avait comme une injonction à ce qu'elle laisse la place à l'économie. La question politique était placée au second rang. On a le sentiment que par la pandémie, c'est une proposition que je formule sous votre contrôle, Marcel Gauchet, on a l'impression que sous l'influence de la pandémie, la politique a repris ses droits. Elle a repris ses droits jusqu'à un certain point, mais on peut se demander si en effet nous ne sommes pas dans une trajectoire ascendante de ce point de vue. Si vous avez raison sur la périodisation, mai 68 a représenté une sorte de sommet dans la politisation qui a été suivi, qui a eu de grandes conséquences, des conséquences qui n'ont rien à voir avec mai 68, d'une certaine manière, l'alternance à gauche de 1981, qui a eu des conséquences majeures pour l'histoire du pays, sort de mai 68. Elle discipline cette alternance qui était l'élan révolutionnaire un peu naïf de la jeune génération de 68. Et nous avons connu ensuite une longue période, qu'on pourrait appeler celle de la mondialisation néolibérale, où l'économie prend le pouvoir et où, donc, avec elle, une sorte de regard technique sur la politique, où il s'agit avant tout de gérer les intérêts collectifs au mieux pour assurer une redistribution des richesses et une performance collective supérieure. Et probablement, vous avez raison, sortons-nous de cette période pour rentrer à nouveau dans un cycle politique très différent de ceux qui ont précédé, encore très incertain dans la définition de ces termes principaux, mais certainement qui va ramener avec lui une identité politique française assez classique, qui est celle de la discussion véhémente des affaires publiques. Oui, n'ayons pas peur des affrontements, ils nous sont presque consubstantiels à nous Français. Oui, je crois nous avons une histoire particulière. Les Français sont probablement un des peuples les plus politiques de la Terre. Et qui même au milieu. Oui. Alors, il y a là un héritage très lourd qui vient de très loin. Il vient au moins du XVIIIe siècle et évidemment de la Révolution française qui a fait de notre pays une sorte de laboratoire politique. On oublie trop cette dimension. La France de 1789 à 1799, puisque ça dure 10 ans, était véritablement une sorte de laboratoire où on cherche à inventer une forme politique qui, à l'époque, est parfaitement inédite. Il y a certes la grande République américaine qui commence, elle est encore, avant d'être grande, elle a été toute petite. C'est 3 ou 4 millions d'habitants, les États-Unis de l'époque, et très peu d'États par rapport aux 51 d'aujourd'hui. Donc, et qui qui sont soutenus par les Français, ces Américains. Oui, bien sûr, parce que déjà,
au moment de la Révolution américaine, les Français raisonnent dans les termes de l'expérimentation d'un nouveau régime par rapport aux formes politiques traditionnelles. Et cela a formé une conscience collective très particulière où l'identité nationale se cherche, alors on appelle ça un peu, se cherche une exemplarité, puisque nous expérimentons ce que d'autres suivront d'une manière ou d'une autre, et ça s'est plutôt vérifié, même si nous avons connu beaucoup de vicissitudes dans cette expérimentation. Je crois que ça a donné à la France cette dimension de recherche, de la bonne forme politique, et donc un niveau de discussion et de réflexion politique relativement inégalé dans le monde. Il y a quelques autres exemples, mais ils sont plutôt rares. Donc, ce n'est pas de l'arrogance qu'il s'agit, c'est de l'invention politique qu'il s'agit lorsqu'on parle de l'exemplarité française, Marcel Gauchet. Je crois beaucoup. Alors, ça peut, chez des individus, évidemment, se traduire en arrogance, en prétention, en naïveté universaliste. Il y a une propension française à faire la leçon au monde qui est quelquefois pénible à supporter, surtout pour ceux qui la subissent. Évidemment. Oui, j'allais dire, nous, on apprécie, mais bon. On a quelquefois un peu honte de certains propos auxquels nous sommes associés en tant que Français par force, mais qu'on aimerait mieux ne pas entendre. Oui. C'est les déviations, c'est les dévoiements qui font partie de la formule, malheureusement. Pour le reste, je crois qu'il y a une vocation particulière de ce pays qui s'est créée dans l'histoire, où on ne sépare pas la gestion démocratique de la vie collective, qui est le lot aujourd'hui de la majorité des pays, en tout cas dans le monde occidental, les autres cherchant plutôt à les rejoindre qu'à s'en écarter. Mais cette préoccupation-là ne se sépare pas de la volonté de trouver le bon régime, la bonne forme de société, avec une inscription dans l'universel, au-delà des particularités qui sont celles de n'importe quel pays. Il n'y a pas d'exception française, même des exceptions en matière politique, mais il y a une volonté spécifiquement française de réfléchir sur la politique pour se demander quelle est la bonne manière de la faire. Et je crois que ça reste un trait distinctif de notre culture politique. Si vous vous contentez de dire, nous les Français, voilà comment on est, on fait ça, et puis c'est tout, mais vous n'avez pas d'audience. il faut viser plus haut. Il y a une ambition politique française qui est respectable, à mon sens, même si faut se méfier de ses emportements. De ce point de vue, nous sommes toujours en dialogue contrarié, parfois conflictuel, avec nos voisins anglais, qui eux ont un autre génie, c'est celui que Churchill appelait celui du grand large, mais qui est au fond le commerce au sens propre comme au sens figuré. Oui, en effet, c'est les deux, je dirais, c'est les trois grandes expériences démocratiques de la modernité, les États-Unis d'Amérique que nous évoquions, évidemment le Royaume-Uni à côté de nous, notre meilleur ennemi et notre bon ami au total dans l'adversité, et la France. Et les trois voies très différentes d'entrer dans la modernité démocratique, et qui chacune sont des donneuses de leçons à leur façon. Nous pouvons nous reprocher ce côté-là, mais du côté américain, c'est bien pire que nous, aujourd'hui surtout, et que dire des Anglais qui, pour la condescendance à notre égard, n'a d'égal que l'arrogance que nous avons pu leur montrer de notre côté. Donc, soyons équitables dans la distribution des blâmes et des éloges. Oui, les Anglais, effectivement, ont choisi un tout autre parti que le nôtre, qui est celui, au fond, d'une sagesse pragmatique qui considère la politique comme le moins mauvais moyen,
Je fais allusion évidemment de manière sous-jacente à la formule fameuse de Churchill, qui est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, pour caractériser la démocratie. Mais justement, c'est une autre attitude. Nous cherchons le meilleur régime, les Anglais le moins mauvais. Ça définit une absence d'ambition méthodique, qui pour les Français est quelque chose de très choquant. Mais qui fonctionne. Mais oui, puisque c'est le truc. Pourquoi ça fonctionne? Voilà. Alors, je suppose tout de même que vous n'en faites pas état, mais vous devez être assez content d'observer l'évolution politique de notre pays. Je ne parle pas de l'évolution politicienne, des choix partisans qui sont faits, mais de la résurgence de la politique. Car il y a une solide quinzaine d'années, j'avais eu le bonheur déjà de vous interviewer et vous parliez déjà de cela, vous disiez, mais attendez, la situation, tout n'est pas dit et la suprématie de l'économie sur la politique n'aura qu'un temps et les choses vont encore évoluer. Vous ne prêchiez pas dans le désert, mais en tout cas, la doxa journalistique ne vous écoutez pas avec autant d'attention qu'elle le fait aujourd'hui. Donc, c'est assez plaisant, non? En effet, j'ai plutôt l'impression d'avoir vu juste par rapport à ce qui nous était présenté comme carrément la fin de l'histoire. J'ai sous-entendu, il y a quelques intellectuels agités du cerveau qui veulent absolument nous remettre dans des discussions qui n'ont plus lieu d'être, puisque maintenant les choses sérieuses sont entre les mains de professionnels, des économistes ou des techniciens de la communication qui savent gérer tout cela beaucoup mieux que des philosophes en chambre. Eh bien, ils se trompaient car en effet, l'histoire politique est faite de haut et de bas, de la passion politique. Et à beaucoup d'égards, je pense que nous voyons remettre sur la table, à l'échelle collective, toute une série de questions qui passaient hier pour en voie d'être résolues par des moyens pratiques qui ne supposaient pas de grands efforts de pensée. Oui, d'ailleurs, on entendait souvent, et c'est encore vrai d'un certain nombre de commentateurs, mais de moins en moins nombreux, les mots de pragmatique, de raisonnable, et souvent d'ailleurs à propos de la gauche. C'est assez piquant d'y songer. On entendait des gens dire, mais au fond, cet homme-là, cette femme-là, ce sont des gens de la gauche, mais ils sont raisonnables. Ça veut dire en gros, ils ont un peu mangé leur chapeau, n'est-ce pas? Et oui, ça veut dire qu'ils font la même chose que les autres. Finalement, la raison, c'est de faire la même chose que tout le monde. J'ai une autre vision de la raison et de son rôle dans la politique qui me fait penser que la réflexion approfondie a toujours droit de citer. Au-delà parce que raisonnable veut dire c'est pas la peine de réfléchir. On sait comment il faut faire, suivons le peloton et tout ira très bien à l'arrivée. De toute façon, on peut pas faire mieux. Donc, dans l'un de ces... L'ambition politique est une vertu, aucun défaut. Dès lors qu'elle est effectivement respectueuse d'un certain nombre de règles, dont la première est la liberté de parole de tous et la liberté des choix démocratiques. Dans l'un de ses sketchs, Coluche disait « Je ne suis ni de gauche ni de droite, surtout pas de gauche ». Il ignorait sans doute qu'il mettait ses pas dans ceux du philosophe Alain que vous citez dans votre dernier livre, La droite et la gauche, qui est un livre réédité et complété, signalons-le au passage, qui disait quelque chose comme quand j'entends quelqu'un dire je ne suis ni de droite ni de gauche, je ne sais pas où il est, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il n'est pas de gauche. C'était parfaitement vrai à son époque, il l'est beaucoup moins aujourd'hui. L'un des grands changements des identités politiques depuis l'époque d'Alain, il écrit cela au début des années 1930. Oui. C'est loin. Et... Tout de même, oui. Tout de même. Aujourd'hui, je dirais que une chose extrêmement importante, c'est que l'identité de droite est devenue tout à fait avouable.
Et on a même maintenant le besoin manifesté par la pré-campagne électorale que nous venons de vivre, pour les présidentielles de 2022, une affirmation de droite, plus à droite, vraie droite, je suis de droite. Il y a une sorte d'assomption de cette identité qui est nouvelle et qui me semble quelque chose d'important. C'était ce refus de la conflictualité politique relevait en fait une idée du monde commun valorisant l'entente, la concorde collective, l'unité des opinions, faisait en sorte d'ailleurs que la gauche passait pour un facteur de division néfaste pour la vie collective, Oui. Parce qu'elle introduisait de la contradiction. Là, il devait au contraire y avoir de l'unité. Je crois que nous sommes passés dans une autre époque où l'assomption de la contradiction politique, de la division des opinions, du partage entre une droite et une gauche comme une dimension normale de la vie collective est désormais totalement dans la tête des acteurs acceptée de presque tous, parce qu'en politique, il n'y a jamais d'unanimité. Et oui. Alors, ça signifie peut-être deux, trois choses. Il y a quelques semaines, je citais le petit livre que j'avais trouvé assez épatant d'Alexandre de Vitry qui s'appelle toujours Sous les pavés la droite, dans lequel il disait que la droite n'est jamais meilleure que quand elle ne sait pas ce qu'elle est. Et il mettait un petit peu, peut-être renouait-il avec la tradition de Joseph de Maistre en voulant dire que la droite devait s'extraire du champ politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? De quelle manière? Alors, il portait un jugement de valeur, en quelque sorte, qui me semble en grande partie infirmé par les faits, et surtout par l'évolution des faits. La droite, ne sachant pas ce qu'elle est, cela veut dire, en fait, la droite sceptique à l'égard du pouvoir collectif d'orienter les choix de tous, et accommodante à l'égard du cours spontané des choses. Au fond, on pourrait faire une opposition entre la sensibilité de droite et la sensibilité de gauche sur la croyance dans le pouvoir de la volonté humaine. La droite est sceptique à l'égard de cette volonté, ou d'ailleurs avec de bons arguments, Oui. elle dénonce des aberrations qui ne mènent nulle part. Et la gauche, au contraire, c'est la foi dans la capacité de changer le cours des choses. Qui a conduit souvent, parce qu'elle a nettement baissé d'un ton sur ce chapitre, à des projets prométhéens dont la vérification laisse à désirer, pour être gentil. Évidemment. Mais donc, cette droite qui ne se préoccupe pas de savoir ce qu'elle est, c'est une droite qui, je dirais pas nécessairement pragmatique, mais confiante dans les capacités spontanées de stabilité de la collectivité. Alors que la gauche cherche à changer. Et elle croit qu'elle peut. Il y a une image très forte du pouvoir transformateur de l'humanité dans la gauche. Phénomène paradoxal, peut-être, c'est l'élection d'un homme issu de ce que l'on appelle traditionnellement la technostructure, qui avait été banquier chez Rothschild et qui avait été ministre de l'économie, qui a permis à la joute politique d'occuper de nouveau le premier plan. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a théorisé le dépassement du clivage gauche-droite, ne risque pas d'être emporté par la renaissance de ce clivage? Chacun de nous peut constater, d'ailleurs, l'enracinement de cette référence au clivage dans la question permanente posée par nos journalistes et nos médias,
Macron est-il de droite ou Macron est-il de gauche? Est-il une politique de droite ou est-il une politique de gauche? C'est un grand débat d'analyse. Je n'essaierai pas de la trancher. Mais je voudrais revenir sur ce que vous soulignez d'entrée. Il est tout à fait vrai qu'il y a quelque chose d'inattendu dans le caractère technocratique, disons, du personnage d'Emmanuel Macron, par rapport à l'idée d'un choix politique institutionnalisé au plus haut niveau par la Ve République. En même temps, là, nous sommes en France et nous avons affaire à une élite où le voisinage entre politique et technique, technocratie et grande fonction publique a toujours été intime. Donc, Emmanuel Macron est certes à part dans le champ politique par le pédigré que vous avez rappelé. En même temps, il est tout à fait un produit de notre univers politique. Et je crois qu'il ne découvrait pas en innocent la politique pour prétendre faire une politique qui serait neutre. Et d'ailleurs, il a eu l'intelligence de dépasser ce clivage droite-gauche, non pas sur le thème ni de droite ni de gauche, formule classique de l'apolitisme revendiqué, mais de la formule et de droite et de gauche. C'est-à-dire en admettant l'existence de ce clivage et en prétendant simplement lui donner une sorte de sortie par le haut. Ce qui est très différent d'un refus de l'idée qu'il y aurait même un clivage. Oui. Donc, en assumant cela, il a souhaité, suivant le terme utilisé pour désigner son parti, En Marche, remettre le pays en mouvement. Oui, je crois que c'était le projet fondamental qui s'expliquait très bien conjoncturellement et qui a fait son succès. C'est que nous vivions une période d'alternance qui paraissait complètement institutionnalisée entre une droite de gouvernement et une gauche de gouvernement, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, mais la grande partie des citoyens voyaient manifestement que cette alternance était en grande partie fictive et surtout stérile, car chacun des camps, une fois passé dans l'opposition, n'avait qu'une finalité, c'était d'empêcher son adversaire de gouverner, tous les moyens de blocage imaginables, ce qui n'en faisait pas une alternative extrêmement crédible non plus. Donc Emmanuel Macron a été l'homme d'une circonstance, je crois qu'il ne faut jamais oublier ça, et d'un épuisement d'un système d'alternance qui était manifestement arrivé à bout de souffle. Est-ce que vous partagez l'opinion d'Yvan Levaille qui, il y a une solide douzaine d'années, disait « Au fond, les Français ne se trompent pas quand ils élisent un président de la République. Ils savent qui ils élisent. » Formule qui pourrait mal se comprendre et qui ne consiste pas à dire qu'ils ont toujours raison de choisir telle personne ou telle autre, mais qu'au fond, il existe un inconscient collectif des citoyens qui les porte à choisir celle ou celui, pour l'instant celui, mais on verra dans les mois qui viennent, qui correspond en tout cas à leur désir ou à leur demande plutôt, ce qui est une chose différente, je l'admets. L'alchimie électorale est un sujet passionnant et intrigant, car en effet, on a le sentiment à regarder quand on est capable d'apporter un regard dépassionné sur la chose politique, c'est-à-dire de dépasser justement ses préférences partisanes. Voilà. C'est évidemment la règle. Il y a quelque chose de frappant dans l'ajustement du choix électoral, qui est souvent un choix très tangent, puisque en gros la formule démocratique dans les grands pays démocratiques d'aujourd'hui, c'est qu'elle va au plus large à 55% pour la majorité, 45% pour la minorité, sauf exception. Donc on est dans des choix qui pourraient paraître assez aléatoires, parce qu'on se rapproche quelquefois même d'une limite qui
paraît presque impondérable entre la majorité et l'opposition. Néanmoins, le fait est, je crois que Yvan Leva est touché juste, il y a une sorte d'ajustement du résultat de ce processus qui paraît très aléatoire à une configuration momentanée. Et on s'aperçoit que aucun président, si on remonte assez loin dans notre histoire, n'a été élu par le pur hasard. Le vote n'est pas une loterie, comme on peut en avoir l'impression. Il y a ce n'est pas, y compris dans ce qu'il a de serré. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand la majorité et l'opposition sont très proches, en fait, en termes de score électoral, il y a une petite préférence qui se dégage, qui a du sens dans un contexte bien déterminé. Oui. On pourrait écrire une histoire, disons, de la Cinquième République, pour faire simple, en prenant ces choix, en essayant de comprendre à chaque fois quel était le vœu circonstanciel du corps électoral dans une situation donnée. L'élection de Valéry Giscard d'Estaing constituant un premier cas d'école, contrairement à ce que certains de ses opposants disaient, ce n'est pas l'utilisation de bulletins de vote des Français de l'étranger qui a fait basculer en sa faveur l'élection. Il y avait un mouvement intrinsèque en sa faveur que l'on pouvait regretter, approuver selon les cas, mais qu'on ne peut pas contester si on analyse les choses froidement. Oui, mais précisément, la difficulté dans ces matières, c'est de les analyser froidement. Je crois. Nous savons tous que ça vous vaut en général des accusations de part et d'autre. Ah oui, donc vous avez une position inconfortable. Pardon ? C'est une position inconfortable par nature, oui. Mais qui mérite d'être tenue, et vous avez raison. L'élection de Valéry Giscard d'Estaing a correspondu à un moment de volonté de modernisation de la société française au lendemain de la rupture qu'avait représentée mai 68. Il s'agissait d'intégrer dans une France traditionnelle, très traditionnelle même, quand on se souvient, pour les plus âgés d'entre nous, ce qu'était le gaullisme autoritaire, pour aller vite, les vertus du général de Gaulle par ailleurs, qui a provoqué d'ailleurs la secousse de ceux de 68, il y avait un souci d'un pays restant conservateur de se moderniser. Et c'était évidemment l'axe de la politique qu'a suivi Valéry Giscard d'Estaing, qui a parfaitement saisi cette aspiration. Et on peut à chaque fois poursuivre le mouvement et réécrire une histoire très sensée, en fait, des aspirations collectives en situation. Ce serait assez passionnant. Mais évidemment, là, nous le disons rétrospectivement ou plutôt rétroactivement. C'est donc beaucoup plus facile, hein, évidemment. Alors, c'est beaucoup plus facile, mais néanmoins, il faut accorder souvent aux candidats vainqueurs une intelligence de la situation et de l'aspiration collective qui fait son succès. Et oui. Les grands, et je crois, pour revenir à notre Emmanuel Macron président, que en 2017, Emmanuel Macron a eu le discernement d'une attente collective très forte qui a assuré son succès. Il n'est pas tombé, il a bénéficié d'un concours de circonstances, la chose est bien connue, mais au-delà de ce concours de circonstances, il était parfaitement en phase, il avait su déchiffrer une attente collective. Quelles que soient ses appartenances politiques, il faut savoir reconnaître ces oui, tout à fait. Et talents spécifiques des grands politiques. Voilà, nos auditeurs peuvent formuler des objections, dire tout cela ne serait pas arrivé si les experts n'avaient pas touché François Fillon, mais de la même façon, François Hollande, alors nous lui avons consacré 1 heure d'émission voici quelques semaines, et François Hollande aurait très probablement emporté la primaire contre Dominique Strauss-Kahn si celui-ci n'avait pas été emporté par sa propre tourmente. C'est de l'Uchronie, dirons-nous, mais il me semble qu'il avait su identifier quelque chose qui lui aurait permis de vaincre. Et là, je le crois. Je crois. Je crois il faut reconnaître cette faculté d'appréhension
d'un état d'esprit collectif majoritaire qui suppose des oppositions, il n'est pas unanime, mais qui fait le talent politique. Moi, une des grandes questions de la démocratie, c'est la nécessité d'un personnel politique qui a un talent de déchiffrement du vœu collectif. Ça fait partie des mystères de ce régime les plus difficiles à cerner. Marcel Gauchet, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, profitons-en, si vous le voulez bien, pour aborder l'état politique du pays aujourd'hui. Quel vous semble-t-il aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que notre pays est secoué par une crise xénophobe aiguë? Et deuxième question, face à cela, la gauche qui paraît en capilotade, est-elle appelée non pas à disparaître, mais à se reconstituer idéologiquement, et sur quelle base? Vaste il est plus facile. Comme je dis souvent, il est plus facile de poser des questions que d'y répondre. Hein, donc, bon. Mais si, à partir du moment où on a pris la responsabilité de formuler des idées sur la politique, il faut assumer sa position de questionner. Bon, merci, mais vous avez le temps pour répondre. Hein. Vous avez du temps, vous avez du temps. Alors, il est plus facile de répondre à la deuxième partie de de vos questions qu'à la première partie, évidemment. Oui, la gauche est arrivée au bout d'un cycle qui ne lui est pas d'ailleurs propre. Hein. Je crois que les gauches dans le monde occidental sont toutes atteintes du même mal de longueur, quelle que soit leur fortune électorale diverse dans différents pays. On a beaucoup cru, après la chute du mur de Berlin, que la voie a été ouverte pour une social-démocratie majoritaire dans les pays européens en particulier, où l'État social a fait l'objet d'un large consensus et où le principe de la redistribution sociale sur fond d'acceptation d'une économie de marché mondialisée était la règle. Mais je crois que c'était un leurre. En fait, la gauche vivait y compris la gauche social-démocrate, hors de toute perspective révolutionnaire anticapitaliste, vivait sur une idée qu'elle n'arrive plus à dont elle n'a pas su d'ailleurs renouveler les instruments, qui est le contrôle public de l'économie. Elle a lâché ce projet, elle n'a pas non plus beaucoup de travail, de réflexion sur l'évolution de l'économie capitaliste aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et de ce fait, elle se trouve désemparée parce qu'elle n'a plus, pour tout argument, que la redistribution par rapport à une économie dont elle renonce à comprendre les mécanismes, à les maîtriser. Et visiblement, ça ne suffit plus. Donc, je crois qu'il y a un vrai travail théorique appelé par la gauche pour les années qui viennent. Ça va prendre beaucoup de temps, car ce genre de mutation ne se produit pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de recette miracle, c'est le produit d'un travail, en partie des circonstances, de la qualité des hommes et des femmes qui seront en charge de ce travail. Donc, mais on voit bien que nous sommes au terme d'un cycle et que tout est à redémarrer, tout est à reprendre et à repenser. On peut avoir, j'en viens à votre première question, la plus délicate, la plus difficile, on peut avoir l'impression que, en effet, il y a la candidature d'Éric Zemmour en particulier, qui a occupé beaucoup les esprits ces derniers temps, est le témoignage qu'on est devant une sorte de crise xénophobe française. Je ne crois pas que ce soit le cas. Au contraire, que l'attente des Français est dans un traitement raisonnable et digne d'une question que les politiques ont préféré éviter parce qu'elle est très difficile. Cette question des migrations dans le contexte de la mondialisation est extraordinairement compliquée à régler. Et je pense que la première sagesse est de le reconnaître.
donne la solution toute faite. Précisément, la démagogie facile consistant à se réclamer d'une solution simple et toute l'exécution est une illusion. Néanmoins, ce n'est pas une question qu'on peut éviter. En démocratie, on parle de tout. Et le but du processus démocratique est précisément d'arriver à une certaine vérité sur les préoccupations collectives, toutes en essayant de les mettre dans un langage acceptable par tous et de façon à pouvoir dessiner, sinon des solutions, car problèmes dont les solutions sont à long terme, demandent une direction, mais la demande principale est d'intégrer les problèmes dans la conscience collective pour en faire l'objet d'une vraie délibération. Devant la difficulté de cette question migratoire, le choix du parti de gouvernement, comme on dit, a été de l'écarter car trop problématique. Et c'est le refus du travail politique. Le travail politique, c'est de l'intégrer dans le mécanisme démocratique, manière de la pacifier. Discuter, c'est pacifier. C'est au fond la recette démocratique par excellence. Prendre les choses de front en les inscrivant dans un espace de dialogue constructif. Ce qui veut dire justement écarter les solutions. Une démocratie qui ne pose pas les questions de fond, qui fracasse une partie des concitoyens, ouvre la porte aux démagogues. Voilà où nous sommes. C'est ça notre situation. Et il n'y a qu'une manière d'éteindre la démagogie, cela passe par la prise en compte raisonnée, méthodique et digne, encore une fois, des questions les plus délicates. Je crois que c'est l'hystérisation des débats naît toujours du refus de les aborder de façon frontale et de manière aussi rigoureuse et raisonnée que possible. Je crois que voilà un grand défi. Et je crois que l'attente des Français, on verra quel est le candidat qui saura saisir cette occurrence, c'est précisément d'intégrer cette question migratoire avec toutes ses dimensions dans le mainstream politique, dans l'objet légitime de la discussion publique, de façon à précisément apaiser les tensions. Il y a une demande de pacification d'une question qui est inflammatoire. C'est ça la demande française d'aujourd'hui, j'en fais le pari. On verra si mon pari est perdu ou gagné. Mais je crois que si on cherche cette occurrence, cette occasion qui fait le succès ou non d'un politique qui a une grande fonction comme celle de président de la République, c'est là qu'est le point d'équilibre à chercher. C'est pas la crise. Ce que les gens demandent, c'est la sortie de la crise xénophobe potentielle qui travaille notre pays. C'est d'en sortir, c'est pas d'y plonger, d'y patauger. Oui. Eh bien, et merci je crois beaucoup. Nous verrons. Là est notre moment d'équilibre. Eh bien, merci beaucoup de prendre ce pari devant nous en ce début d'année 2022 que nous souhaitons évidemment excellente à vous-même, à vos proches et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Marcel Gauchet. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels L'avènement de la démocratie, 4 volumes tout à fait passionnants parus en bibliothèque Gallimard, dont vous êtes un des fameux éditeurs. Je le dis au passage à nos auditeurs qui l'ignoreraient, mais enfin ça je crois quand même que sur Fréquence Protestante, cela se sait. Et puis vous êtes l'auteur de La droite et la gauche, Histoire et destin, paru chez Gallimard aussi dans la collection Le Débat, puisque la revue s'est transformée en collection. Mutation. Merci encore Marcel Gauchet. À très bientôt et bonne soirée à tous.